Hello les amis, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est passionnant. Comment les meilleurs entrepreneurs arrivent à la fois à réinventer leurs produits pour qu'ils soient plus écologiques et en même temps à rester profitables. Parce que le constat il est super clair. Le long terme et le court terme s'opposent quasiment tout le temps. Les entreprises qui créent des produits sont coincées entre deux objectifs. À court terme, il faut préserver la trésorerie, maintenir la marge, payer les équipes. Les défaillances de boîtes n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2025, plus de 69 000. Donc clairement, l'objectif numéro un, la méta-mission, c'est de survivre. Mais à long terme, on ne peut pas prévenir l'avenir, mais on sait que la tension sur les ressources naturelles, elle augmente. On sait que les contraintes réglementaires vont se multiplier. Donc l'objectif numéro 2, c'est de se positionner sur l'échiquier du futur. Le problème quand on veut courir 2 lièvres à la fois, c'est qu'on a de gros risques de rester sur place. Donc ça stresse un peu tout le monde. Et c'est normal, parce que beaucoup se sont plantés en pensant trop court terme. On n'a pas envie de finir comme Kodak, qui a laissé passer le numérique. Ils avaient peut-être plein de crises à ce moment-là. Ils étaient peut-être en train de regarder devant eux la profitabilité court terme, mais ils ont loupé le virage long terme. C'est la même chose pour des constructeurs auto qui prennent du retard en ce moment sur l'électrique, par exemple. Dans un autre sens, beaucoup se sont aussi plantés en pensant trop long terme. On perd de l'argent, on fait faillite, ou alors on vit une grosse crise parce qu'on n'arrive pas à suivre sa profitabilité à court terme. Emmanuel Faber, par exemple, qui avait une vision géniale à long terme pour Danone, il s'est fait débarquer par manque de profitabilité court terme. Peut-être que ça aurait été plus pertinent s'il avait réussi à maintenir la profitabilité en faisant certains compromis pour que sa vision finalement réussisse, mais à plus long terme. Beaucoup de startups de l'impact ne réussissent pas à se développer parce que leur modèle économique actuel est fragile, parce que le marché n'est pas encore prêt. C'est très difficile. Mais pourtant, il y en a certains qui arrivent à équilibrer parfaitement le court terme et le long terme, qui avancent tout droit avec profitabilité vers un futur désirable. Franchement, c'est le Graal. Et c'est ce que j'appelle des boîtes pépites. Et j'aime bien l'exemple de l'agriculture, qui est plus que d'actualité en ce moment, avec les manifestations à Paris. À court terme, beaucoup d'agriculteurs sont au bord du gouffre, perdent de l'argent chaque jour. Il y en a qui s'en sortent très bien, les plus gros, mais la plupart ont beaucoup de difficultés. Donc c'est impossible de transformer un modèle dans ces conditions. Donc les agriculteurs y tiennent, mais en tenant, ils prennent aussi un gros risque qui est de rester alignés avec un modèle qui correspondra plus du tout aux contraintes de demain. Demain, il y aura moins d'eau, il y aura moins de potentiel d'avoir de l'engrais ou des pesticides avec des ressources limitées, un accès moins important au pétrole, au gaz. Donc à long terme, à horizon 20 ans, c'est assez clair. C'est ceux qui auront construit une agriculture plus sobre en ressources qui seront avantagés. Mais attention, parce que aller trop vite peut aussi fragiliser un modèle économique encore viable aujourd'hui. Moi, j'ai croisé plusieurs fois des agriculteurs qui ont basculé en bio trop brutalement et qui se sont plantés. Attention, ça ne veut pas dire que le bio n'a pas de sens, mais leur transition était trop brutale. Donc à court terme, il faut être capable de maintenir une certaine profitabilité, mais il faut aussi être capable de penser au long terme. C'est très difficile. Il y a quelques pépites. Il y a des agriculteurs qui cherchent chaque jour à s'améliorer sur la partie écologique et qui restent profitables. Ils vont pas à pas, sans aller trop vite, mais avec conviction. Un bon exemple que j'ai, c'est Étienne et Augustin chez Milpa. Tu pourras regarder MILPA avec leur modèle d'agriculture biorégénératrice. Ils ont démarré tout doucement sur leur ferme à produire avec de l'agriculture régénératrice qui protège le sol, avec de l'agriculture biologique. Ils ont réussi à trouver un modèle profitable et aujourd'hui, ils accompagnent plus de 5000 hectares de production en France pour faire ce modèle, justement. Et donc, ils arrivent à aligner profitabilité court terme et vision long terme. Bon, alors, parlons maintenant du sujet. Il faut trouver une méthode, une solution pour réussir à réconcilier ce court terme et ce long terme. Comment on développe des produits pépites, justement, qui arrivent à courir tout droit entre profitabilité et vision. Alors déjà, il faut éviter le mythe du héros. Ce qu'on appelle le mythe du héros, c'est ces boîtes qu'on pense mystiques,
de type, Veja, sur les chaussures. Ils sont super profitables, ils font 250 millions d'euros de CA, ils sont engagés et alignés sur le long terme. On a Patagonia dans les vêtements qui fait plus d'1 milliard de CA, qui a 100 de son capital qui appartient à la nature, plus de 100 millions d'euros qui sont donnés à des assos chaque année. Et plus récemment, on a même, par exemple Wincop, qui a réussi à lancer la fabrication d'un cargo à voile à 28,5 millions d'euros quand, beaucoup de gens ont réussi à jeter l'éponge. Alors, pourquoi je parle du mythe du héros? C'est que beaucoup se disent: «Oui, ce sont des exceptions, c'est des entrepreneurs qui sont des visionnaires, ils ont vu le futur 20 ans plus tôt que les autres, c'est pour ça qu'ils s'en sortent». Mais c'est faux, en fait. On a trop raconté la construction de ces boîtes comme un acte un peu héroïque, comme une bascule instantanée. Mais la réalité, c'est que c'est des entreprises qui ont dû faire, des compromis, comme tout le monde, jour après jour, pour se battre avec leur profitabilité. Elles ont évolué pas à pas. Si on prend, Patagonia, ça a duré 40 ans, chez Veja, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans chez Wincop et en fait, ces petits pas, bah, ils sont pas toujours allés vers l'avant, quoi. C'est parfois 2 pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant et cetera. J'aime bien l'exemple du coton chez Patagonia, par exemple. En 1991, la marque, se rend compte qu'elle a un impact massif sur l'environnement avec le coton conventionnel. Il faut se dire que le coton, c'est une des cultures les plus polluantes au monde, donc ils veulent utiliser du coton bio. Sur le papier, c'est évident pour une marque comme Patagonia, mais dans la vraie vie, c'est un énorme casse-tête. Le coton bio, ça coûte 2 à 3 fois plus cher à ce moment-là. Il y a un énorme risque sur la profitabilité de la boîte. Donc Patagonia avance quand même, mais fait des gros compromis. Ils testent par exemple uniquement sur une toute petite partie de leur gamme le bio, et il a fallu 5 ans pour généraliser le coton bio chez Patagonia. En fait, c'était une ligne de crête permanente entre engagement et profitabilité. Je me souviens aussi d'un autre exemple donné par Mathieu Brunet, qui est le président de Wincop, donc la coopérative de cargo à voile. Ils voulaient fabriquer un cargo à voile en France, mais ils ont décidé de le produire en Turquie, et c'était clairement pas un choix facile. C'est tout simplement ce qu'il a fallu faire pour maintenir la méta-mission de Wincop, qui est de créer un modèle de cargo à voile rentable, et ils n'ont pas trouvé la solution pour faire un cargo à voile suffisamment abordable en France, et donc maintenir leur méta-mission. Il y a une phrase que j'entends souvent qui est: «Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce». Mais moi je trouve que le mieux ça reste de flotter pour avoir une chance de construire le futur dont on rêve et j'y vois beaucoup de grâce d'ailleurs. Bon, l'éco-conception, c'est une solution pour avancer pas à pas. Parce que pour réussir à avancer sur cette ligne de crête avec le coton, une boîte comme Patagonia, elle s'est mise très tôt dans une démarche rigoureuse d'éco-conception. Alors, ne nous quitte pas tout de suite, ça peut paraître un mot compliqué, l'éco-conception, mais c'est super simple. L'objectif, c'est tout simplement de minimiser les impacts environnementaux du produit dès sa conception sur toute la chaîne de valeur. Donc là, par exemple, se passer de coton conventionnel, tout en gardant sa valeur d'usage. Parce que si c'est pour qu'on passe avec un coton bio et que le produit soit plus chaud, pas solide ou pas au bon prix, ça fonctionne pas. Donc ceux qui réussissent à créer des produits profitables et engagés, en fait, ils sont pris pour des héros, mais tout ce qu'ils font, c'est se mettre en chemin avec une démarche super exigeante d'éco-conception. Et l'éco-conception, c'est 3 choses. C'est scientifique déjà, première chose. Donc tout repose sur des méthodes ultra rigoureuses comme l'analyse de cycle de vie, vous avez peut-être entendu parler. On mesure les impacts environnementaux d'un produit sur toute sa vie, de l'extraction des ressources à la fin de vie. Alors il faut des données super fiables, il faut des compétences nouvelles pour pas piloter à l'aveugle. Il faut apprendre à connaître tout des matériaux, l'origine des matériaux, leur masse, leur système d'assemblage, leur traitement de surface, la consommation d'énergie, pour les fabriquer, les déchets, générés des différents, fournisseurs, les modes de transport. C'est fascinant, mais c'est très scientifique. Le deuxième truc, c'est que c'est long. Ça peut prendre des années pour réussir à faire évoluer un produit tout en restant profitable. Au début, ça commence souvent avec un prestataire, comme Maobi, la boîte de Marion avec qui j'ai coécrit cette news. Et puis en fait, l'entreprise, au fur et à mesure, elle devient mature en éco-conception. Elle peut intégrer la CV, donc l'analyse de cycle de vie, de manière systématique. En fait, elle l'intègre au fur et à mesure partout, quoi. Pour chaque produit, pour chaque décision, dans chaque service, au marketing, la R&D, en qualité, en réglementaire.
En fait, on vient mettre ça, le sujet de l'éco-conception, au même niveau que la gestion du profit, quoi. Donc c'est scientifique, c'est long et c'est aussi collectif. Parce qu'une marque réussit rarement seule un challenge d'éco-conception massif. Je te prends un exemple, Rossignol, la marque de ski, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas réussir seuls sur le ski recyclable. Donc ils ont créé un ski qui s'appelle Essential, qui est recyclable à 77% contre 7% habituellement. Donc c'est génial. La marque a bossé avec MTB, qui est spécialisé dans le recyclage des métaux. Et puis, ils ont partagé tous les plans en open source, tous les plans de ce qu'ils ont fait. On peut se demander pourquoi, mais l'objectif, il était simple, c'est que leurs concurrents puissent s'y mettre aussi, parce qu'en fait, la filière de recyclage de ski, elle sera économiquement viable que si Rossignol ne reste pas seul. Donc, c'est scientifique, c'est long et c'est collectif. Donc voilà, il n'y a rien de magique, c'est vraiment beaucoup d'exigences pour réussir à aligner le court terme et le long terme et faire ces compromis. Il faut pas avoir peur d'avancer par paliers. Ce qui est dangereux, c'est soit de brûler sa rentabilité, soit de refuser d'ouvrir le sujet, tout simplement. Si on en revient à l'agriculture, dont on a parlé tout à l'heure, les agriculteurs conventionnels pourraient commencer par cultiver, par exemple, uniquement 1 hectare en biorégénératif sur leur ferme, qui ferait par exemple 70 hectares, puis 2, puis 5, puis 10 hectares, si ça marche. Et ils pourraient apprendre année après année, de manière scientifique, collective. Voilà, ça prend du temps. Et ils pourraient le faire en parallèle de leur ferme, qui resterait classique pour maintenir la profitabilité à court terme. Alors j'aime bien l'exemple de la marque Signal. Ils ont décidé de créer des produits éco-conçus pour une cible engagée. Ils vendent par exemple un dentifrice sans fluor avec des agents végétaux dans un emballage recyclé. Pour ça, ils ont eu une démarche super scientifique pour y arriver, avec une ACV. Mais ils commercialisent aussi en parallèle leur dentifrice classique, parce qu'il faut maintenir la profitabilité et tenir sur le long terme. Donc dans leur vision, les produits éco-conçus vont prendre progressivement la place, et c'est souvent le client qui donne le signal. Pour les plus curieux, 2 autres exemples que je trouve passionnants. Nexans, ils ont créé un enrouleur de câbles électriques qui est développé avec 15 000 électriciens. Ils ont utilisé 70% de matériaux recyclés, il est conçu pour durer, c'est réutilisable, recyclable, fabriqué en France. Un super produit et vraiment industriel, là, pour le coup, développé et déployé massivement avec Nexans. Deuxième exemple, c'est Notox, c'est une boîte que j'adore, c'est une planche de surf durable. Ils ont une démarche d'éco-conception qu'ils décrivent parfaitement sur leur site, ça donne vraiment envie de se mettre au surf. Alors, tu pourrais me dire, c'est un peu simpliste cette réflexion, on améliore nos produits pas à pas et on arrive à un modèle initial dans 20 ans. Ouais, pas vraiment, t'aurais raison, parfois l'éco-conception, c'est pas le meilleur chemin à prendre et parfois il faut ce qu'on appelle de l'éco-innovation pour les vraies ruptures. Alors l'éco-innovation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut toujours se poser une question simple. Est-ce qu'on aura encore besoin de ce produit dans 20 ans ? Si la réponse c'est non, en fait, il faut tester l'éco-innovation. Je vais prendre un exemple concret. Pour se mettre dans le bain, on va parler du super exemple du shampoing. Est-ce qu'on aura encore besoin du shampoing liquide à long terme, dans 20 ans ? Bon, c'est surtout de l'eau, mise dans une bouteille en plastique, qui est transportée sur des centaines de kilomètres. On va manquer d'eau, on a déjà trop de plastique, on émet beaucoup de CO2 pour transporter de l'eau. Probablement que dans 20 ans, on n'aura plus besoin de ces bouteilles en plastique de shampoing. Alors, est-ce qu'on continue l'éco-conception des bouteilles plastiques de shampoing liquide aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on pense tout de suite à comment accélérer l'adoption du shampoing solide, du coup ? Donc, quand Head & Shoulders invente une bouteille de shampoing fabriquée avec 25% de plastique récupéré sur les plages, c'est de l'éco-conception. Et quand Lush crée un shampoing solide, qui existait d'ailleurs déjà il y a 4500 ans, pour info, c'est de l'éco-innovation. Donc on coupe pas les cheveux en 4, on fait table rase et on crée un nouveau produit. Souvent, l'éco-innovation, ça vient même avec un nouveau modèle économique. On vend souvent, par exemple, plus l'usage que la propriété. On avait fait un plongeoir sur le sujet, ça s'appelle Vers la fin de la propriété. Alors, quelques exemples intéressants d'éco-innovation. Il y a Thierry Mugler, c'est des parfums. Hyper intéressant, c'est des pionniers absolus du vrac et de la recharge depuis 1992. Ils ont créé des fontaines à parfum. Le modèle est super malin parce que le client revient dans le magasin pour remplir son flacon. Donc il est très fidèle. Deuxième modèle où on a réinventé le modèle économique avec de l'éco-innovation, Enki.
on en a déjà parlé dans le plongeoir, c'est du mobilier. En fait, ils vendent l'usage et pas la propriété, du mobilier. C'est de l'abonnement de meubles pour les entreprises surtout. C'est une vraie rupture d'éco-innovation. En parallèle, ils développent par contre du mobilier de seconde main qui est reconditionné, qui s'intègre dans leur offre par abonnement. Et là, ce mobilier de seconde main à la place du mobilier neuf dans leur abonnement, c'est de l'éco-conception. Dernier exemple d'éco-innovation, Hilti, les outils. Vous voyez ce que c'est? Ils ont basculé une partie de leur modèle vers la vente de l'usage des outils. Donc en fait, les artisans ou les constructeurs BTP, ils peuvent payer un abonnement qui comprend les outils, leur livraison sur les chantiers, leur maintenance, pour que tout le monde ait en permanence les bons outils. Et ça, c'est un abonnement, c'est un changement de modèle économique. Alors, défi pour devenir une pépite. Quelle est la meilleure méthode pour foncer tout droit et aligner court terme et long terme, aligner profitabilité et impact? Alors le premier truc, c'est de se focus vraiment sur le marketing. On a souvent l'impression qu'un produit ne peut pas évoluer parce qu'il y a des usines à transformer, parce qu'il faut faire de la R&D, parce qu'il faut changer les machines. En réalité, dans les boîtes de produits, tout se joue au niveau d'une seule équipe qui s'appelle le marketing. Ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit. Et pourquoi? 75% de l'empreinte écologique d'une entreprise vient de ses produits. Donc on va regarder dans les produits. Et 80% de l'impact d'un produit est déterminé dès sa phase de conception. En fait, dès que le brief est validé, tous les jeux sont faits. Si tu es fort en maths, ça veut dire que toutes les autres phases du cycle de vie représentent que 20%. Donc on se parle quand même de extraction des ressources, fabrication du produit, transport, utilisation au quotidien, fin de vie. Je trouve ça complètement fou que ça représente que 20% et que 80% soit au départ dans la conception. Mais en fait, ça se comprend. On entend encore des trucs complètement hallucinants. Des marques de cosmétiques ajoutent par exemple du sable ou du métal au fond des pots pour les alourdir, juste pour donner une impression de qualité. Ça me rappelle d'ailleurs une discussion, pour la petite histoire, avec un fabricant de remorques agricoles quand j'étais étudiant, parce que j'ai un père agriculteur, et on est allé le voir, et il nous expliquait que la paroi des remorques en métal, en fait, elle pouvait être 2 fois plus fine que ce qu'elle était, parce qu'elle c'était largement assez solide, tous les calculs avaient été faits avec déjà beaucoup de marge. Mais en fait, le réflexe des clients quand ils venaient voir une remorque, c'était de sonder l'épaisseur du métal, ils tapaient dessus pour voir si c'était épais. Et si c'était suffisamment épais, ils se disaient que c'était de la qualité, sinon ils disaient que c'était de la gnognotte, quoi. Donc ils gardaient le métal épais simplement pour ça. En fait, le marketing décide de l'offre. Il peut influencer les choix de consommation, il peut choisir une direction et il peut décider d'expliquer cette direction parce qu'elle fait sens pour le futur. Et alors évidemment, il faut de la R&D, mais sans conviction marketing, en fait, l'éco-conception, elle reste marginale et elle peut pas vraiment se développer. En fait, on se demande presque qu'il faudrait pas fusionner l'équipe RSE et l'équipe marketing dans les boîtes produites si on veut vraiment une transformation. Il y a un exemple inspirant qui est le Baby Coop Neo de la marque Beaba. En fait, c'est un robot de cuisson pour l'alimentation bébé qui est devenu, je crois, numéro 1 au monde. Et au lieu du tout plastique, qui était le cas avant sur ce robot, ils ont imposé le verre et l'inox. Ils ont fait le choix, en fait, au niveau marketing, d'un produit premium avec une étude d'éco-conception derrière, une analyse de cycle de vie qui montrait que c'était beaucoup plus intelligent à long terme. Le résultat, c'est que le coût de production, il a augmenté de 40%. Le prix de vente a dû augmenter de 30% pour que ça passe. C'était donc très risqué comme choix marketing. Mais ils sont devenus leaders du marché. Et les parents, en fait, ont plébiscité la durabilité et le fait qu'il y ait 0 transfert de plastique dans le produit. Donc, ce choix d'éco-conception qui était important, il a été décidé par le marketing, poussé, et finalement, ça a été un énorme succès. Un autre sujet hyper intéressant, c'est d'être capable de mixer la science et le bon sens. Le bon sens est super important pour guider vers l'éco-conception. Quand on repense au bon vieux gaufrier incassable qui permet aussi de faire des croque-monsieur, c'est probablement le plus écologique. Mais si le bon sens est cool pour se guider, il faut vraiment que ça soit la science qui décide. Les intuitions, elles peuvent être hyper trompeuses. On peut parfois mesurer les impacts du berceau à la tombe et éviter des fausses bonnes idées. Pense à un truc
c'est l'emballage e-commerce en carton. Il a souvent remplacé le sachet plastique pour les envois de vêtements, par exemple. Avant, on recevait parfois par la poste des vêtements en emballage plastique, c'est de plus en plus rare. Dis-toi qu'à fonction équivalente, donc emballer, protéger, informer, transporter, l'impact global du plastique peut être plus faible que celui du carton. Parce qu'en fait, le carton est 6 fois plus lourd. C'est pour ça qu'il y a des boîtes comme Hop 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 qui ont créé un emballage consigné. Et là, l'emballage, il est conçu pour durer et pour être réenvoyé, et etc., 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 et faire de nombreux cycles, donc ne jamais être jeté. Son taux de récupération des emballages Hop Hop Hop, c'est 97%, donc ça cartonne. C'est le cas de le dire. Et ça prouve que finalement, en faisant une analyse de cycle de vie, on trouve la meilleure solution qui est là, l'emballage consigné. Mais comment on fait pour juger et mettre de la science comme ça dans les choix ? On utilise la fameuse analyse de cycle de vie, dont on a déjà parlé, qui va mesurer ce qu'on prélève, donc les matières premières, l'énergie, l'eau, et ce qu'on rejette. La pollution de l'eau, la pollution de l'air, les déchets. Le résultat, c'est une empreinte qui est traduite en plusieurs indicateurs, comme le carbone, les ressources, la pollution, et ça permet de choisir précisément, de décrire précisément les arbitrages qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est grâce à la CV qu'il y a plein de politiques publiques qui sont votées. Par exemple, le chargeur unique des téléphones. Il y a une décision européenne pour allonger la durée de vie, réduire les achats inutiles, économiser des métaux précieux comme l'or et le cuivre avec le chargeur unique de téléphone. C'est avec une ACV que ça a été fait. L'étiquette énergie qu'on retrouve maintenant sur l'électroménager, pareil, c'est avec une analyse de cycle de vie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur l'électroménager, le principal impact, c'était l'utilisation, pas la fabrication. Par contre, sur les smartphones, par exemple, l'élément principal de l'analyse de cycle de vie a montré que c'était la fabrication qui était impactante. Et donc, on cherche à lutter contre l'obsolescence des produits et on est en train de mettre en place un indice de réparabilité des produits électroniques. D'ailleurs, n'oublie pas qu'on a Common et Fairphone, qui sont d'ailleurs sponsors de cette newsletter, qui te permettent d'avoir une flotte pro durable de smartphones pour ta boîte. Je te mettrai le lien en commentaire. Donc, tu peux avoir une flotte de smartphones en location Fairphone directement dans ta boîte. Il y a un exemple que j'aime bien aussi qui est Kern Devices. En fait, eux, ils créent un ordinateur qui est évolutif, qui permet d'être réparé en permanence, un peu comme un Fairphone pour les smartphones. Et c'est hyper intéressant parce que sur ce sujet, je ne sais pas si tu avais suivi, mais depuis le 14 octobre, tu as 40% des PC mondiaux, donc c'est 400 millions quand même, qui sont menacés d'être jetés à la poubelle, juste parce qu'ils deviennent obsolètes avec la fin de Windows 10. C'est complètement fou. Il faut complètement changer ça. C'est une évidence. L'obsolescence des produits doit être transformée. Le dernier point, c'est qu'il faut être capable d'embarquer tout le monde dans ces mouvements d'éco-conception. Si on réfléchit encore à ce Baby Neo là, qui a fait un pari énorme avec 40% de coûts en plus sur le produit, une augmentation de prix de 30% et tout, franchement, il faut être capable d'embarquer ses clients, ses fournisseurs, ses équipes. C'est pas évident. Il y a 3 arguments qui sont imparables pour emmener tout le monde. Le premier, c'est la réglementation. En Europe, on n'est pas le continent du pétrole, on n'est pas le continent du gaz. L'Europe a intérêt à réglementer pour mieux préserver les ressources. Donc c'est plus facile de pousser les entreprises à évoluer avec une réglementation qu'en changeant les mentalités. Et il faut se positionner par rapport à cette réglementation future. Il y a un exemple hyper intéressant en ce moment, c'est l'exemple du textile. l'EcoScore textile, a fait son apparition sur nos étiquettes de vêtements depuis le 1er octobre 2025. Donc tu peux retrouver le coût environnemental avec des points d'impact. Et le but, c'est d'influencer l'achat des consommateurs par une meilleure compréhension de l'impact des vêtements. Parce que le textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Et tu as des boîtes pionnières qui ont décidé d'être dans la mode durable depuis longtemps, qui ont beaucoup souffert parce que c'était pas facile d'expliquer ce qu'elles faisaient. Et aujourd'hui, elles sont récompensées de leur effort par cette réglementation. Et les lois vont se multiplier, donc autant prendre de l'avance. Le deuxième point, pour embarquer et trouver des arguments, c'est la demande des clients. Les consommateurs écoactifs sont passés de 17% en 2019 à 24% en 2024. Leur taux de croissance annuel moyen est de 15,7%. C'est 5 fois plus rapide que celui de l'ensemble du marché. Tu as les liens dans la newsletter.
Dans la plupart des cas, la valeur environnementale qui est attendue, en fait, c'est un co-bénéfice. C'est pas l'argument numéro un, c'est un nice to have. Mais c'est important parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces écoactifs, à suivre cet indicateur. Bon, il y a aussi un baromètre en 2025 qui a montré que la consommation responsable montrait un certain essoufflement, donc ça a ralenti un peu. Mais il n'y a aucune raison que ça ne reprenne pas, en fait, puisqu'on manque de ressources. Donc les clients vont progressivement favoriser des produits durables. Il y a un bon exemple, c'est Maestria. Ils produisent des vernis et des peintures. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une peinture écolabel européen, donc avec un modèle de peinture éco-conçu. Et ça a complètement boosté le chiffre d'affaires. Pour eux, c'est à la fois lié à un effet prix, parce que finalement le prix de vente est plus élevé aujourd'hui, et un effet volume. Mais la demande des clients est de plus en plus là. Le dernier élément, c'est la résilience pour embarquer tout le monde, parce que les chaînes de valeur, on le voit, sont de plus en plus perturbées par le climat, la volatilité des matières premières, en ce moment beaucoup les tensions internationales. Quand on entend tous ces sujets de droits de douane, etc., c'est impressionnant. Et l'éco-conception, c'est un super outil de souveraineté, c'est un super outil de sécurité économique, qu'il faut qu'on augmente notre indépendance. Il y a un super exemple, c'est Tefal. Alors, ils sont beaucoup challengés sur les enjeux de pollution PFAS, etc., parce qu'il y a pas mal de pollution avec le contenu des poêles, mais ils sont en train d'avancer à fond sur les poêles recyclables, et c'est hyper intéressant. Ils veulent lancer une filière de recyclage, ils veulent collecter 20 millions d'ustensiles en France d'ici 2027. Ça commence doucement, mais si ça progresse, ça sera hyper intéressant pour l'environnement comme pour leur résilience. Donc c'est un hyper bon argument de parler de résilience, parce que dis-toi qu'ils pourront sécuriser le gisement finalement d'aluminium avec tout ça. Il y a une flambée des coûts. L'alumine, ça a pris 32% en un an, avec des tensions géopolitiques. Donc pour que Tefal se retrouve pas à poil, façon de parler, eh ben, il faut qu'ils travaillent cette résilience. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je voulais vraiment remercier sur cette newsletter Marion Lapré de la boîte Maobi, qui travaille beaucoup sur l'éco-conception, que tu peux aller regarder. C'est elle qui a coécrit avec moi cette newsletter, et avec Alice, qui travaille comme d'habitude avec moi sur la coécriture. Merci à toutes les deux, merci à vous, et à très bientôt.